Nouveau numéro de l'émission Femmes à l'honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour ce numéro. Nous allons nous intéresser au tribunal pour enfants et à ses attributions. Je suis pour ce faire avec la juge au tribunal pour enfants, une des juges au tribunal pour enfants de Lomé, c'est Madame Agbagla Kayi. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, dites-nous, le tribunal pour enfants, ça sert à quoi? Le tribunal pour enfants, dit que c'est une juridiction spécialisée qui a pour principale attribution de connaître de toutes les questions liées aux enfants, c'est-à-dire de toute personne de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de 18 ans. Et devant quelle situation je peux m'adresser au tribunal pour enfants? Les questions qui sont portées devant le tribunal pour enfants sont assez variées. Et nous avons d'abord les matières civiles d'un côté, les matières pénales de l'autre. En matière pénale, nous recevons spécialement les enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire qui sont accusés ou suspectés d'avoir commis une infraction à la loi pénale. Et en matière civile, les cas sont très variés. Nous recevons les problèmes liés au cas de garde d'enfants, de pension alimentaire, de l'exercice de l'autorité parentale, des problèmes liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les demandes de tests ADN et bien d'autres encore. Et pour ce domaine civil, quand on parle de garde d'enfants, quelle situation emmène à demander la garde d'un enfant? Généralement, c'est lorsque les parents sont séparés et qu'ils ont des enfants en commun. Il faut bien que l'un des parents, que les enfants ou l'enfant vivent avec l'un des parents. Donc, quand ils sont séparés, les disputes commencent par rapport à celui des parents, le père ou la mère avec lequel les enfants doivent vivre. C'est lorsqu'ils n'arrivent pas à s'entendre, à trouver un accord à l'amiable à la maison, qu'ils viennent saisir, les parents viennent saisir le tribunal pour enfants. Et en fonction de quoi vous prenez la décision que c'est le père qui le garde ou c'est la maman qui va le garder? En toute chose, nous sommes tenus de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que lequel des deux parents est plus habilité à s'occuper de l'enfant convenablement, à s'occuper de son entretien, de son éducation pour un plein épanouissement de cet enfant. Donc nous veillons à vérifier des deux parents, lequel remplit au mieux ces conditions, les conditions de logement, les conditions de source de revenus, les conditions de moralité et autres, pour assurer à cet enfant-là un meilleur épanouissement. Et vous rencontrez également des cas où le père refuse d'assurer les responsabilités, c'est-à-dire ce n'est pas mon enfant. Dans ces cas-là, quelle est la décision que vous prenez ou comment vous gérez la situation? C'est vrai que ces cas arrivent, que le père refuse catégoriquement d'assumer ses responsabilités par rapport à l'enfant. Et souvent, c'est lorsque le père a des doutes sur sa paternité. Souvent, c'est le cas les plus fréquents. Lorsqu'il a des doutes sur sa paternité, là, il commence par s'opposer à assumer ses responsabilités. Mais ce que nous faisons généralement, c'est de vérifier s'il existe des possibilités pour que le monsieur soit le père de l'enfant en question. Et si ces possibilités existent, nous emmenons le père bien le présumé père, à assumer ses responsabilités sous condition qu'il fasse un test d'ADN s'il a toujours des doutes sur sa paternité. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est seulement le test d'ADN qui permet de déterminer si telle personne est ou non le père d'un enfant. Donc c'est toujours au test d'ADN que vous vous référez quand deux personnes se réclament être le père de l'enfant. Parce que oui, c'est en l'état actuel du développement de la science au Togo, c'est seulement le test d'ADN qui peut nous dire avec exactitude si le présumé père est effectivement ou réellement le père de l'enfant. Mais tant que ce test d'ADN n'a pas été fait, l'enfant, il faut bien protéger ses intérêts. On ne va pas le laisser à lui-même abandonné à son sort jusqu'à ce qu'on fasse ce test d'ADN, qui est, je le précise, très coûteux à l'heure actuelle. Donc, il faut que le présumé père s'occupe de ses responsabilités jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apporter la preuve
irréfutable qu'il n'est pas le père de cet enfant. À partir de là, il sera déchargé de toute obligation envers cet enfant-là. Mais si le test prouve que c'est effectivement lui qui est le père de l'enfant, il continue à assumer sa responsabilité tel qu'il a déjà commencé. Avant de revenir à l'aspect pénal de vos attributions, qui peut décider de saisir le tribunal pour enfants? Est-ce qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir pour? Tout citoyen togolais vivant sur le territoire togolais peut décider de saisir le tribunal pour enfants lorsqu'il est en face d'un litige ou bien d'un problème concernant un enfant et qu'il n'arrive pas à résoudre à l'amiable à la maison. Mais ça peut être le père, la mère, ou bien les proches parents, ou bien dans certains cas même l'enfant lui-même qui a des difficultés à la maison. Et ça peut être les personnes morales telles que les institutions, les associations, ONG qui s'occupent de la protection, de la défense des droits de l'enfant. Mais il faut préciser ceci, nous recevons généralement les parents qui vivent en union libre, ce que nous appelons communément le concubinage. Ce sont ces parents que nous recevons lorsqu'ils ont des problèmes par rapport à leurs enfants. Lorsque les parents sont légalement mariés, là, ils sont obligés de s'adresser au juge chargé des affaires matrimoniales. Je voudrais également évoquer la situation des enfants qu'on retrouve dans la rue. Est-ce que c'est à votre niveau que ces enfants-là sont emmenés? Comment ça se passe? Généralement, lorsqu'on retrouve un enfant dans la rue, qu'il soit abandonné ou bien qu'il soit dans une situation qui présente pour lui un danger ou une difficulté majeure, on n'emmène pas directement cet enfant au tribunal pour enfants parce que nous n'avons pas les structures nécessaires pour accueillir et protéger cet enfant en attendant de voir clair dans sa situation. Donc, une partie du travail se fait par les associations et les ONG de défense et de protection des droits des enfants. Ce sont ces institutions qui accueillent ces enfants dans les sites, dans les centres de transit et autres. Ils accueillent ces enfants d'abord et ils commencent déjà une enquête pour vérifier pourquoi cet enfant s'est retrouvé dans la rue ou bien dans la situation dans laquelle on l'a retrouvé, où sont ses parents, qui sont ses parents, comment faire pour l'aider à retrouver une vie normale. Donc, et le tribunal pour enfants intervient dans l'autre phase du processus en décidant par exemple de placer provisoirement l'enfant dans une famille d'accueil ou bien dans un centre spécialisé en attendant peut-être l'issue des enquêtes qui seront effectuées sur cet enfant pour retrouver ses parents biologiques et en attendant de prendre des mesures définitives par rapport à cet enfant-là. Donc nous rendons essentiellement des ordonnances pour placer cet enfant en famille d'accueil ou bien en institution en attendant l'issue de la procédure. Donc vous venez de nous le dire, vous prenez des mesures et vous tenez compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que vous avez des moyens de surveiller? Par exemple, j'ai décidé que ce soit la mère qui garde l'enfant. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? J'ai décidé à ce qu'une pension alimentaire soit payée. Est-ce que c'est réellement ce qui se passe? Est-ce que vous avez les moyens de vérifier que les décisions que vous avez prises sont respectées? Je peux dire que nous n'avons pas des moyens d'action directe sur le terrain pour vérifier dans les familles ou bien dans les foyers ce qui se passe, si nos décisions sont respectées ou pas. Mais comme nous sommes tenus de faire le suivi de toutes les décisions que nous rendons concernant les enfants, c'est aux parents, les premières personnes intéressées, c'est à eux de revenir vers le juge pour lui dire à telle date vous avez pris telle décision concernant tel enfant, mais arrivé à la maison, ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez décidé. Il y a encore des difficultés par rapport à ça, ou bien de nouvelles circonstances, de nouvelles situations sont apparues qui rendent nécessaire de revoir la décision que vous avez prise. Comme quelle situation, par exemple? Peut-être que, par exemple, une décision dans laquelle on fixe le montant de la pension alimentaire que le père, par exemple, doit verser à la mère pour l'entretien de l'enfant. Au moment où la décision a été prise, l'enfant n'a peut-être pas encore commencé l'école. Et lorsque la scolarité commence, il faut revoir le montant de cette pension alimentaire d'être à la hausse pour tenir compte des frais de scolarité de l'enfant et autres. C'est le genre de situation qui peut nécessiter une modification de la décision qui avait été précédemment prise. Donc c'est aux parents de revenir, dire qu'il y a telle difficulté et en fonction de ça, nous voyons ce qui est possible pour revoir la décision.
Maintenant, en cas de non-paiement de la pension alimentaire, quelqu'un qui refuse carrément de respecter la décision que vous avez prise, qu'est-ce que vous faites? Lorsque une décision est écrite, c'est-à-dire qu'une ordonnance a été rendue fixant expressément le montant que le père, par exemple, doit payer pour la pension alimentaire, lorsque cette décision a été prise et que le père refuse catégoriquement de s'acquitter de cette pension, il y a les dispositions du Code de l'enfant, notamment l'article 367, qui précise que lorsqu'une décision a été rendue dans ce sens et que le débiteur de la pension, sans motif grave, c'est-à-dire sans raison valable, refuse de s'acquitter de cette pension alimentaire pendant un délai de 2 mois, et ce parent, c'est-à-dire le père, peut être poursuivi pour abandon de famille. Donc, dans ce cas, c'est le parent qui doit percevoir la pension alimentaire, c'est-à-dire la maman, généralement, qui doit venir signaler cet état de choses. Mais la poursuite pénale pour abandon de famille est utilisée souvent dans les cas où le père qui doit payer la pension alimentaire est un particulier. C'est-à-dire qu'il exerce une profession libérale, il est à son propre compte, il n'a pas d'employeur. C'est généralement dans ces cas que nous recourons à une poursuite pénale pour abandon de famille. Mais lorsque le parent qui doit payer la pension alimentaire est un fonctionnaire, par exemple, ou bien un salarié d'une entreprise qui est bien structurée, nous recourons à ce que nous appelons généralement une retenue sur le salaire ou bien sur le solde de ce papa-là. Si c'est un fonctionnaire, nous envoyons une décision de retenue sur solde au trésor. Si c'est un salarié, nous envoyons également une décision de retenue sur solde et au directeur de son entreprise, pour que tel montant soit prélevé mensuellement sur le salaire du papa et que cette somme-là soit versée à l'autre parent à qui la pension alimentaire doit être versée. Et maintenant, pour les particuliers que vous poursuivez, est-ce que ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement? En fait, ce n'est pas le tribunal pour enfants même qui exerce cette poursuite pénale-là. C'est le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République. Donc, c'est aux parents à qui la pension alimentaire doit être versée. C'est à ce parent-là de saisir le procureur de la République ou bien par une plainte pour dire que telle décision a été rendue, mais le parent ne veut pas s'exécuter malgré toutes les tentatives de règlement à l'amiable qu'il y a eu. Il ne veut pas s'exécuter alors qu'il a des revenus connus. Donc, c'est aux parents, généralement à la mère, de saisir le parquet pour porter plainte. Et en ce moment, le parquet décide de poursuivre. Mais généralement, ça ne va pas jusqu'à un emprisonnement ou bien un jugement. La loi, elle, existe essentiellement pour dissuader les parents qui ne veulent pas contribuer à l'entretien de leurs enfants. Donc, souvent, lorsque le parent est déjà convoqué au commissariat de police ou bien arrêté par la police ou bien placé en garde à vue, généralement, avant même la fin de la garde à vue, il comprend le bien fondé de ce qu'on lui demande et il s'acquitte généralement de cette pension alimentaire avec les arriérés également des fois. On lui fait comprendre. Oui, on lui fait comprendre que s'il ne s'exécute pas, il risque d'aller en prison à cause de ça. Donc, généralement, il s'exécute. Surtout quand le parent en question a les moyens de le faire. Il a les revenus nécessaires. Mais c'est juste par obstination ou bien par vengeance contre la maman ou telle chose qu'il refuse de le faire. Généralement, ça se règle. Maintenant, en fonction de quoi vous fixez la somme à fournir pour la pension alimentaire? C'est en fonction du salaire de la personne qui doit la payer ou en fonction des besoins de l'enfant? Ça se passe comment? La pension alimentaire est fixée en fonction des revenus du parent qui doit verser la pension alimentaire, des revenus du parent qui doit recevoir la pension alimentaire et des besoins de l'enfant. Donc, ça fait 3 critères. Il faut tenir de tout ça là. Si c'est un salarié, il faut tenir de son salaire net qu'il perçoit à la fin du mois. Et si c'est un particulier, il faut tenir compte de ce que son activité professionnelle lui rapporte pour fixer le montant de la pension alimentaire. Il faut tenir compte également des revenus de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire, qui est généralement la mère de l'enfant. Parce que cette personne a un minimum de revenus, on comprend qu'elle aussi, elle doit contribuer à l'entretien de l'enfant. Et enfin, on tient compte des besoins de cet enfant-là. Est-ce que c'est un enfant qui a fréquemment besoin de soins médicaux? Est-ce que c'est un enfant qui est scolarisé? Quelles sont les charges que cette scolarisation amène et autres? Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret?
d'un montant oui, de montant, pension oui, alimentaire. oui. Vu les critères que je viens de citer, ça varie extrêmement. Ça varie extrêmement. Ça peut aller de 10 000 jusqu'à 50 000 ou 100 000, selon les éléments que nous avons dans le dossier. Merci pour ces informations. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Femmes à l'honneur et que nous nous intéressons au tribunal pour enfants. Pour revenir à l'aspect pénal de vos attributions, quand est-ce qu'on parle d'un enfant en conflit avec la loi? Un enfant en conflit avec la loi, c'est un enfant qui est suspecté ou accusé d'avoir commis une infraction à la loi pénale. Et quelles sont ces infractions? Généralement, les cas que nous recevons au tribunal pour enfants, ce sont des cas de vol, des cas de violence volontaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une bagarre, une dispute entre deux personnes et que l'un a blessé volontairement l'autre. Et les cas les plus graves sont les cas d'abus sexuels, tels que la pédophilie, le viol, les attouchements sur les enfants et autres. Et comment vous les gérez? Généralement, la procédure commence par le commissariat de police ou le poste de gendarmerie. Lorsque l'enquête est terminée, l'enfant est présenté au procureur de la République. Et c'est au procureur de la République de décider s'il y a lieu de poursuivre cet enfant pénalement ou pas. Et si le procureur décide d'entamer des poursuites pénales, il saisit en ce moment le juge des enfants par une réquisition et nous recevons l'enfant et le dossier de la procédure. Lorsque nous recevons l'enfant, il faut d'abord vérifier si les circonstances exigent que cet enfant soit détenu dans un centre spécialisé, que cet enfant soit gardé provisoirement, peut-être généralement à la brigade pour mineurs. Et lorsque c'est le cas, nous prenons une décision pour faire garder cet enfant à la brigade pour mineurs en attendant l'issue de la procédure. Maintenant, après cette phase-là, nous commençons l'instruction du dossier, c'est-à-dire en cabinet, nous faisons en quelque sorte l'enquête pour vérifier si les faits qui sont reprochés à l'enfant sont avérés ou pas. Nous écoutons l'enfant qui est impliqué, la victime ou la partie civile, les témoins, les parents de l'enfant. Et au besoin, nous demandons une enquête sociale pour vérifier les conditions de vie de l'enfant. Qu'est-ce qui l'a amené à tomber sous le coup de la loi pénale? Est-ce que c'est son milieu familial? Est-ce que c'est son environnement qui l'a poussé à faire ça? Et parce que cela aussi pèse sur la décision à prendre. Oui, il faut tenir compte de tout ça parce que si ce sont les conditions de l'enfant qui l'ont poussé à devenir un délinquant, il faut en tenir compte pour pouvoir prendre une bonne décision concernant cet enfant-là. Sinon, le risque immédiat, c'est qu'il récidive. C'est-à-dire que dès qu'il sort de la brigade pour mineurs, qu'il retombe dans ces mêmes faits-là. Donc, il faut toutes ces enquêtes-là pour voir la mesure la plus appropriée à prendre concernant cet enfant-là. Donc, lorsque l'instruction est achevée, c'est-à-dire toutes les enquêtes sont finies, que le juge est convaincu que les faits qui sont reprochés à l'enfant sont avérés, en ce moment, nous passons au jugement de l'enfant. Et ce jugement ne se fait pas dans une salle d'audience ouverte au grand public comme généralement ça se fait, mais c'est une audience en cabinet et le public n'est pas admis, c'est seulement l'enfant, ses parents, la victime, les témoins, les travailleurs sociaux qui ont aidé le juge à faire les enquêtes nécessaires. C'est seulement ces personnes qui sont admises à l'audience et le jugement est rendu concernant cet enfant-là. Et à la phase de jugement, nous pouvons prendre diverses mesures. D'abord, ce que nous privilégions et ce que la loi nous oblige à privilégier, ce sont les mesures éducatives. C'est-à-dire, il faut prendre une mesure, peut-être placer l'enfant en famille, chez un parent qui peut mieux le surveiller pour qu'il ne retombe plus dans la délinquance. Et soit c'est une famille d'accueil, soit ce sont des proches parents. Si l'enfant vivait avec le père et que c'est les conditions qui ne sont pas appropriées, on place l'enfant maintenant chez la mère. On ordonne qu'il soit soumis peut-être à un apprentissage. Si c'est un enfant qui est en vagabondage, il est oisif, il ne fait rien de la journée, c'est normal qu'il tombe dans le vice. Donc, on prend des mesures concernant cet enfant-là pour le placer dans un endroit où il peut être suivi pour qu'il ne tombe plus dans la délinquance. C'est seulement lorsque le cas est extrême, c'est-à-dire que les faits que l'enfant a commis, ce sont des faits qualifiés de crimes,
c'est-à-dire le viol, la pédophilie, que nous recourons à une sanction pénale, c'est-à-dire condamner l'enfant à une peine d'emprisonnement. Mais nous faisons en sorte que nous n'en arrivions pas à cette étape-là. Il faut toujours donner une nouvelle chance à cet enfant-là pour qu'il se reprenne en main, pour qu'il devienne un meilleur enfant, quoi, un meilleur adulte pour demain. Donc, la sanction pénale est assez rare. Nous ne recourons pas précipitamment à cette sanction pénale. Et même lorsque nous sommes obligés de recourir à une sanction pénale, c'est-à-dire de condamner l'enfant à une peine d'emprisonnement, cette peine est vraiment légère. On ne va pas condamner un enfant comme on peut condamner un adulte. Il faut lui offrir une deuxième chance. Donc, c'est une peine qui est vraiment légère pour permettre à l'enfant de se réinsérer le plus tôt possible dans la vie active et qu'il ne retombe plus dans la délinquance. Et je crois même que pour ces cas-là, l'enfant doit avoir un certain âge d'abord. Oui, avant de pouvoir condamner un enfant à une peine d'emprisonnement, il faut que cet enfant ait au moins 16 ans, qu'il ait commis un crime, c'est-à-dire une infraction qualifiée de crime, ou bien qu'il soit un enfant récidiviste, c'est-à-dire qu'il a déjà été arrêté et jugé plusieurs fois pour des délits, mais qu'à chaque fois qu'il sort, il retombe dans la délinquance malgré toutes les mesures éducatives qui sont prises le concernant. Donc c'est un enfant de 16 ans qui a commis une infraction qualifiée de crime ou qui est un enfant récidiviste dans la délinquance. Donc en somme, le tribunal pour enfants n'est pas là pour vraiment punir les enfants, mais plutôt les remettre sur le droit chemin. Essentiellement pour les remettre sur le droit chemin, pour leur faire comprendre que l'acte qu'ils ont posé c'est un acte répréhensible et que c'est une infraction pénale et qu'ils ne doivent plus retomber dans ces actes-là et pour leur permettre de se réinsérer facilement dans la société. C'est au pire des cas que nous les condamnons à une peine de prison. Vous l'avez dit en début d'émission, tout le monde peut saisir le tribunal pour enfants. Mais est-ce que c'est à des coûts accessibles à tout le monde? Oui. On peut dire qu'il n'y a même pas de coût pour saisir le tribunal pour enfants. Vous n'avez pas besoin de payer des frais d'enregistrement et autres. Il suffit que vous écriviez vous-même la requête, c'est-à-dire une sorte de plainte, ce pourquoi vous saisissez le tribunal pour enfants, quel est votre problème et ce que vous demandez avec exactitude. Lorsque vous avez une demande écrite, vous venez au tribunal pour enfants, votre demande est enregistrée sans frais et on vous remet une convocation dans la plupart des cas pour l'autre partie et le jour de la convocation vous vous présentez, chacun présente ses arguments et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tel ne fait pas, qu'est-ce que tel fait, qu'est-ce qui conduit à ce conflit-là. Et après avoir écouté les parties, c'est en ce moment que nous faisons toujours attention à parvenir à un règlement à l'amiable. C'est la première priorité. Parce que un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Quand vous arrivez à un règlement à l'amiable, les parties en cause sont plus enclins à respecter cet accord qui a été trouvé. Donc nous essayons d'abord et avant tout de parvenir à un règlement à l'amiable. Lorsque nous n'y parvenons pas, c'est en ce moment que nous rendons une décision contradictoire, c'est-à-dire qui s'impose à tout le monde et que chacun est obligé de respecter. Décision contradictoire fixant peut-être le montant de la pension alimentaire ou bien confiant la garde de l'enfant à tel parent, etc., etc. Et justement, où se trouve le tribunal pour enfants de Lomé? Le tribunal pour enfants de Lomé se trouve actuellement dans les locaux du palais de justice à côté de l'hôtel Ibis. Nos locaux sont dans l'enceinte du palais de justice de Lomé. Et quels sont les jours? On peut venir de lundi à vendredi ou quels sont les jours spécifiques où on peut espérer rencontrer le juge? Et actuellement, le programme est fait peut-être comme notre charge est assez vaste. Nous recevons essentiellement les nouvelles requêtes, c'est-à-dire ceux qui viennent pour la première fois, nous les recevons essentiellement les lundis et les mardis. Donc, le mercredi est consacré au dossier des enfants en conflit avec la loi et le jeudi et le vendredi sont consacrés aux audiences, c'est-à-dire que nous recevons les personnes qui ont été convoquées pour les écouter afin de prendre une décision.
qu'il est préférable, quand vous venez pour la première fois, il est préférable que vous veniez soit le lundi, soit le mardi. Et par rapport à ces enfants en conflit avec la loi, est-ce qu'il y a un grand nombre que vous enregistrez? Oui, le nombre augmente sans cesse. Le nombre augmente sans cesse, nous les recevons fréquemment. Je sais pas qu'est-ce qui justifie cet état de choses, mais nous les recevons fréquemment quand même. Il y a un nombre assez croissant chaque fois. Et aussitôt que vous êtes parvenu à régler un cas et que l'enfant est sorti de la brigade pour mineurs, par exemple, parfois même dans la même journée, vous recevez encore deux nouveaux dossiers ou 3 nouveaux dossiers. Vous finissez un, aussitôt c'est 2 ou 3 que vous recevez aussitôt dans la même journée. On peut dire que le nombre est sans cesse croissant. Est-ce qu'on peut l'expliquer par une baisse de la moralité? Pas vraiment une baisse de la moralité, je dirais plutôt c'est une analyse personnelle que les parents démissionnent beaucoup plus souvent par rapport à leurs responsabilités. C'est-à-dire que la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue. Un enfant, sa place, c'est dans un foyer, c'est dans une famille. Et quand les parents démissionnent souvent, ils refusent de prendre en charge leurs enfants, ils refusent de payer la scolarité, ils refusent de payer leurs soins médicaux, ils refusent de les mettre en apprentissage quand ils sortent du système scolaire normal. La conséquence logique, c'est que ces enfants, s'étant retrouvés dans la rue, ils font de mauvaises fréquentations et ils tombent dans la délinquance. Personnellement, je dirais que c'est principalement parce que les parents ont démissionné. Parce que qu'on soit riche ou pauvre, on peut s'occuper selon ses moyens de ses enfants. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés au terme de cette émission, mais nous allons permettre à Madame Agbagla Kayi de nous donner son mot de fin. Je vous remercie. Et mon mot de fin consisterait à un conseil à l'endroit des parents. Je dirais aux parents qu'il faut tout faire pour régler les problèmes des enfants en famille. C'est le cadre le plus approprié pour régler les problèmes des enfants. Et à chaque fois, il faut que les parents tiennent compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Dans la plupart des cas, ils oublient cela, ils tiennent compte des mésententes qu'il y a eu entre eux, les conflits qu'il y a eu, comment ils se sont séparés, qu'est-ce qui est en tort par rapport à la dislocation de leur famille. Et par esprit de vengeance aussi, des fois, au lieu de s'attacher exclusivement à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, mon conseil à l'endroit des parents, c'est de régler les problèmes de vos enfants en famille et de vous attacher à l'intérêt supérieur de vos enfants, en toutes circonstances. Je crois que le message est allé à qui de droit. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous mercredi à la même heure.